Pour approfondir cette question, je vais inviter maintenant Isabelle Persons. Alors Isabelle, elle est directrice, elle est directrice de l'ELMO CEFEL. Qu'est-ce que le CEFEL? C'est le Centre de formation éducationnelle liégeois. Donc elle vient de loin et je l'en remercie. Elle a fait différentes études et différentes fonctions tout au long de sa carrière. Elle a notamment rédigé un mémoire sur le rôle de l'éducateur spécialisé en maison de repos. Et ici sur le site, on sait que c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Elle est aussi et avant tout, et je crois qu'elle aimerait qu'on le précise, éducatrice spécialisée. Et elle va nous préciser, après tout, pourquoi un statut de l'éducateur. Mais 2 petites minutes parce que j'installe son PowerPoint. Merci. Bonjour à tous. Alors, je dois préciser que, même si j'ai déjà fait l'exercice, je ne suis jamais tout à fait à l'aise de parler comme ça devant tout le monde. Et je dois vous préciser aussi que je suis d'autant moins à l'aise que je ne me sens pas tout à fait légitime à la place que j'occupe aujourd'hui. J'aurais beaucoup de plaisir si cette place était occupée par un éducateur de terrain, par quelqu'un dont c'est encore la préoccupation quotidienne. Alors, c'est ma formation éducatrice spécialisée. Ça a été pendant 25 ans ma préoccupation quotidienne. Et aujourd'hui, comme on l'a précisé, je suis dans un centre de formation pour éducateurs à Liège, dans un centre de formation où je suis arrivée il y a seulement 6 ans, donc déjà un peu vieille, pour transmettre les choses que mon métier m'avait fait découvrir à de jeunes étudiants. Je trouve que c'est une spécificité, je pense, du métier d'éducateur, c'est que, hélas, même s'il y a de plus en plus de lectures et de plus en plus de livres pour un peu nous aider à réfléchir notre métier, c'est quand même un métier qu'on découvre dans le quotidien et dans la relation. Ce n'est pas un métier qui s'apprend nécessairement beaucoup sur les bancs de l'école, même si, loin de moi, l'idée de dire que l'école n'est pas nécessaire et primordiale, l'école ne peut être le seul lieu d'apprentissage de ce métier-là. Ce métier, on le découvre en le faisant et on apprend à le faire, je vais mettre entre guillemets, de mieux en mieux, en continuant à le faire. Alors j'ai plaisir à me retrouver dans mon quotidien avec des étudiants. J'ai plaisir à me retrouver aussi encore dans des conseils d'administration de 2 ASBL à Liège, un projet particulier qui s'occupe de jeunes adolescents en difficulté et qui fait du travail en famille, et une autre ASBL qui s'occupe d'adultes ou de jeunes ou d'adolescents auteurs de maltraitance sexuelle intrafamiliale. Je cite ces 2 exemples-là, pas pour montrer que j'ai la grosse tête, mais pour montrer à quel point le métier d'éducateur, c'est quand même un métier où on est amené à travailler avec un public fragile, avec un public difficile, avec un public marginalisé et parfois un public violent. Si je pense à cette ASBL qui s'appelle Kaléidos, évidemment, ces pères incestueux, ces pères pédophiles, ces mères dont la préoccupation principale n'est pas, parce qu'elles ne le peuvent pas, de protéger leurs enfants. Évidemment, ce n'est jamais simple de raconter aux gens quel type de travail on fait avec ce public-là. Il est beaucoup plus facile de travailler, et je l'ai vécu aussi, avec des personnes handicapées, où là, on vous croise dans la rue et on vous dit « vous avez gagné votre paradis sur Terre, c'est magnifique ce que vous faites, quelle générosité ». Évidemment, mes collègues de Kaléidos, quand il s'agit d'aller chercher un peu des dons, parce qu'ils sont aussi pauvres que les autres, ils ont beaucoup moins facile d'aller dire « j'ai un peu besoin d'argent parce que je travaille avec des adolescents auteurs d'abus sexuels et voilà, et on a besoin de les aider et on a besoin de faire des choses avec eux ». Donc notre métier est fragile et vous verrez dans mon PowerPoint que c'est une des raisons pour laquelle il a besoin d'être protégé. Il n'est pas fragile, il est difficile. Je dis aussi, et je note en dessous avec un petit smiley qui rigole, je ne sais faire que celui-là, parce que nous le valons bien. Et quand je dis nous, évidemment, je pense à nous, éducateurs spécialisés, mais je pense aussi au public avec lequel on travaille. Je pense aussi à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Cindy, par exemple, cette adolescente qui s'ouvrait les avant-bras pour montrer à tout le monde à quel point elle souffrait, qui a 18 ans et demi m'a téléphoné un jour parce que pour ses 18 ans, je lui avais offert comme cadeau mon numéro de GSM. Alors je dis tout de suite aux étudiants, je ne suis pas très bonne en distance professionnelle.
Donc elle avait 18 ans, je la connaissais depuis qu'elle en avait 3. Elle avait vécu ses 15 années dans l'institution avec des allers-retours. Son réseau était faible, très faible. Nous n'avions pas réussi dans l'institution à l'étoffer davantage que par nos propres ressources. Et donc à 18 ans, quand je lui ai donné mon numéro de GSM, c'était en toute connaissance de cause. Elle allait m'appeler, chez moi peut-être, au travail peut-être, mais peu importe, elle avait quelqu'un à appeler. Et un jour, elle m'a appelé, à 18 ans et demi. Elle m'a appelé pour me dire « Isabelle, je te téléphone, je dois te dire au revoir. C'est fini, je n'en peux plus, je me sens trop seule, je veux mourir. Je vais partir et je vais me lancer sur les rails du chemin de fer. » Alors là, vous savez, dans ces moments-là, éducateur, pas éducateur, peu importe qui on est perdu. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Alors j'ai été bête. Et j'ai dit ok. Ok, tu vas faire ça, mais je te demande une seule chose. Attends que je vienne te dire au revoir en vrai. Attends que j'arrive. Que je te prenne dans mes bras, que je t'embrasse, et puis tu pourras faire ce que tu veux. Et elle m'a dit ok. Et j'ai raccroché. Je suis montée dans ma voiture et je me suis dit merde, qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit qu'elle pouvait se suicider. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de lui dire ? Imagine que tu arrives là et qu'il est trop tard, tu ne pourras en vouloir qu'à une seule personne, à toi. C'est toi qui lui as dit qu'elle pouvait. J'ai quand même pris mon GSM, j'ai téléphoné à un collègue en disant voilà ce qui m'arrive, est-ce que je peux passer te prendre ? À 2, peut-être qu'on sera plus fort. Il m'a dit ok. Ça m'a pris 2 minutes de détour, je l'ai embarqué, nous sommes partis tous les deux. Et nous sommes arrivés sur place et elle était toujours là. Elle nous attendait, en larmes, les bras complètement découpés. Elle voulait montrer que déjà elle avait commencé quelque chose. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré avec elle. Elle a pleuré aussi. Et je lui ai dit, je ne supporterai pas que tu fasses ce que tu veux faire. Tu me manquerais beaucoup trop. T'imagines ? 15 ans de vie commune. Rappelle-toi un peu toutes les conneries qu'on a dépassées ensemble. Rappelle-toi cette fois où je t'ai envoyé chez les flics et où j'ai dit je ne veux plus de cette jeune fille. Je veux qu'elle aille en IPPJ. On n'en peut plus. Et elle y est allée, effectivement, une 15aine de jours. Je dois sourire un peu parce que cette fois-là, elle avait voulu apprendre à sa voisine de chambre comment on se coupait. Mais évidemment, quand on se coupe soi-même, on sent un peu la douleur et on sait le moment où il faut s'arrêter. Mais quand on coupe quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose. Et donc, il avait fallu lui mettre beaucoup de points de suture. Ça lui avait valu de se retrouver à Saint-Servais. Enfin voilà, c'est à Cindy que je pense quand je pense au statut des éducateurs. C'est à cette prise de risque éhontée que j'ai pris le jour de ses 18 ans et demi, peut-être déjà le jour de ses 18 ans quand je lui ai remis mon numéro de GSM. Et puis finalement, autant vous le dire tout de suite, je suis aussi marraine de son enfant. Elle a aujourd'hui 35 ans et elle vit sa vie comme elle peut. Ça veut dire, est-ce que nous avons réussi notre métier d'éducateur ? Est-ce que nous ne l'avons pas réussi ? Personne ne peut l'évaluer. Personne ne sait aujourd'hui, tiens, est-ce que la vie de Cindy est meilleure parce qu'elle a rencontré des éducateurs ou est-ce qu'elle est moins bonne parce qu'elle a rencontré des éducateurs ? Et ça aussi, ce sera un des éléments qui fera que nous aurons besoin d'un statut. Parce qu'évaluer notre métier, nous ne pouvons le faire, mais personne d'autre ne peut le faire. Si ce n'est la personne que nous avons rencontrée et qui décidera, oui ou non, de poursuivre quelque chose avec nous au-delà du lien professionnel qu'on aura créé avec elle. Et encore, ose-t-on dire que celui qui ne le décide pas n'a pour autant pas bénéficié de l'accompagnement qu'on lui a octroyé ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, entre Cindy et moi, c'est parti d'une expérience professionnelle et c'est aujourd'hui une expérience purement affective entre nous. Et l'un n'a pas empêché l'autre. Et il n'y a pas 56 personnes comme ça que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle qui ont abouti sur ce genre de relation après. Il y en a quelques-unes. Et jamais je ne me suis sentie, et ça je pense que j'aime de le dire aux étudiants, jamais je ne me suis sentie mal à l'aise par rapport à la distance professionnelle. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dans un colloque récemment, je vous conseille de le lire, d'ailleurs il a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Au cœur des autres », et il s'appelle Xavier Bouchereau. Et lui dit finalement la distance professionnelle, la bonne distance professionnelle, en mettant bonne entre guillemets, c'est celle qui correspond à ce dont l'autre a besoin. Et c'est vrai que pour savoir que le feu est chaud, il faut s'en approcher pour en découvrir la chaleur et le bienfait. Si on s'en approche trop, on se brûle,
mais si on reste trop éloigné, on ne peut jamais mesurer à quel point il fait bon d'être à ses côtés. Donc pour venir plus principalement sur pourquoi est-ce qu'il faut, ça marche, pourquoi est-ce qu'il faut un statut à l'éducateur spécialisé? Ben, tout d'abord parce que c'est un métier, parce que c'est un métier à part entière et parce qu'aucun autre métier du travail social, selon moi, n'a les mêmes préoccupations que l'éducateur spécialisé. On a un référentiel de compétences qui le met en évidence, qui aujourd'hui précise nos tâches, nos principes, nos fonctions, etc. Et rien que pour ça, cela mérite d'avoir un statut. Alors, je ne vais pas vous dire non plus qu'on n'a pas de statut. Le titre d'éducateur spécialisé, c'est évidemment un titre que ne peuvent porter que les personnes qui ont fait des études d'éducateur spécialisé. Et ça, il faut continuer de le revendiquer. Il faut continuer de penser que quand on a fait ces humanités et qu'on a un diplôme, on a un diplôme d'agent d'éducation. On n'a plus un diplôme d'éducateur A2. Il faut cesser de dire ça. Éducateur A3, éducateur A4, ça n'existe plus. Donc il y a des éducateurs spécialisés, il y a des agents d'éducation. Et je voyais un peu dans le folder de présentation de cette journée, on utilise encore ces mots A1, A2, A3, A4. Mais c'est nous qui devons commencer par ne plus utiliser ces mots-là puisqu'ils n'existent plus. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu du chemin avancé. Nous sommes des éducateurs spécialisés, c'est un métier à part entière. Alors nous sommes spécialisés et les étudiants disent souvent « mais oui, mais on me demande spécialisé en quoi ?» Ah oui, c'est vrai, on est spécialisé en quoi? On est spécialisé. Je dis ça, il faut le savoir. Et on est spécialisé dans l'accompagnement psychoéducatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais encore. Ça veut dire qu'on est spécialisé dans la rencontre. Et j'ai mis gratuite entre guillemets, parce qu'effectivement, il s'agit d'une rencontre dont on ne sait pas mesurer à l'avance ce qu'elle va apporter à l'autre, dont on ne sait pas si elle va être efficace ou pertinente, dont on ne sait pas si elle va amener l'autre à abandonner ses comportements un peu destructeurs, ravageurs, violents, agressifs. On ne le sait pas. Et d'ailleurs, on n'en est pas du tout. Si on peut en être un minimum l'accompagnateur, on n'en est pas l'opérateur. L'opérateur de changement, c'est la personne elle-même, celle qu'on a en face de nous. Donc on est spécialisé dans cette rencontre gratuite. On est spécialisé dans la relation individualisée. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce n'est pas la relation individuelle, mais c'est à l'intérieur d'un groupe une relation individualisée. Et ça, je me suis rendu compte par ma recherche sur la place de l'éducateur en maison de repos. J'avais travaillé 25 ans dans l'aide à la jeunesse, puis je me retrouvais à faire une enquête dans des maisons de repos, vraiment un tout autre domaine. Et pourtant, j'ai reconnu mon métier. J'ai reconnu mon métier à travers cette rencontre individualisée. À savoir que finalement, la place de l'éducateur dans la maison de repos est bien celle-là. Et de permettre à la personne âgée de ne pas être une personne âgée parmi toutes les autres personnes âgées de la maison de repos, mais d'être une personne âgée à part entière, singulière, avec son histoire à laquelle on va s'intéresser, avec sa vie à laquelle on va s'intéresser. Comme d'ailleurs, j'ai rencontré une personne âgée qui était accoucheuse, qui avait été accoucheuse pendant des années, et savez-vous qu'elle est devenue accoucheuse d'abord sur le terrain? Parce qu'elle a d'abord accouché des femmes avant d'avoir un diplôme d'accoucheuse. Elle était dans un petit village et on venait l'appeler régulièrement du haut de ses 20 ans. Quand il y avait un accouchement, quand le médecin avait un accouchement difficile, c'est elle qui venait chercher. Et elle accompagnait le médecin. Et puis petit à petit, elle a pu se former et elle est devenue accoucheuse. En 1 an, je crois, m'a-t-elle dit. En 1 an, elle a eu son diplôme d'accoucheuse, mais elle accouchait déjà depuis bien longtemps. Il n'y a pas que les éducateurs qui ont été éducateurs avant d'avoir un diplôme. D'autres métiers se sont formés comme ça. Ma mère tenait une petite supérette, un poids d'or, ouvert 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Eh bien, elle faisait les piqûres aussi du village. Elle n'était pas infirmière pour un sou, elle avait fait ses études primaires uniquement. Néanmoins, quand il y avait une piqûre à faire régulièrement chez quelqu'un, eh ben, on appelait ma mère, parce que comme c'était un magasin ouvert 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, voilà, elle pouvait faire ça. Et le médecin lui avait montré comment on fait une piqûre, et elle savait faire les piqûres, elle allait faire les piqûres dans le village. Un village pas très loin d'ici, à Stave. Donc voilà, les métiers, ils s'apprennent sur le terrain, bien souvent, et pas que celui d'éducateur. Alors spécialisé aussi dans l'accompagnement quotidien et au quotidien. Ça veut dire que quel que soit le lieu où on est, on peut être partout et tout le temps avec les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est partout et tout le temps avec eux, mais en tout cas, on ne les attend pas nécessairement quelque part. On n'est pas nécessairement quelque part dans un bureau ou quelque part je ne sais où, à attendre que les personnes viennent. On va les retrouver là où elles sont. Et ce là où elles sont peut être partout.
Ça peut être dans la rue, ça peut être faire la file d'attente à la société d'électricité pour une facture difficile et profiter de ce moment-là pour avoir un entretien important avec une personne. Ça peut être partout et ça peut être tout le temps, de jour, de nuit, de matin, de soir. Voilà. Dans l'élaboration d'actions réfléchies, et ça c'est vraiment important. Vous avez montré tout à l'heure un peu dans votre scénette tout ce à quoi l'éducateur peut être confronté. Et bien souvent, j'avais un collègue qui disait « faisons, on réfléchira après ». Et c'est vrai, on est amené à faire des choses et puis à les réfléchir après. Et puis quand on les a réfléchis après, peut-être qu'on les fait un peu différemment la fois suivante, mais ce n'est même pas sûr. Mais en tout cas, notre spécialisation viendra du fait que nous prendrons le temps de la réflexion. Nous prendrons le temps de la réflexion pour savoir comment faire au mieux avec cette personne-là. Et nous prendrons le temps de la réflexion, pas nous avec nous-mêmes, mais nous dans une équipe, nous avec d'autres professionnels, nous avec d'autres professionnels d'autres métiers. Et ça, c'est vraiment une de nos spécificités. Et c'est une spécificité qu'on ne rencontre pas dans tous les lieux de travail de l'éducateur spécialisé. Si je reviens sur la maison de repos, la réunion n'est vraiment pas une réunion où on va réfléchir les actions qu'on va poser auprès des personnes âgées. C'est une réunion de transmission d'informations de qui va bien à selle ou pas bien à selle et de qui a bien mangé son déjeuner ou pas bien mangé son déjeuner. Et je trouve que c'est vraiment une lutte que d'arriver à ce que ces actions soient réfléchies collectivement, parce que ce n'est pas, c'est dans notre culture d'éducateur probablement, dans certains milieux, aide à la jeunesse, milieu du handicap très certainement, mais ce n'est pas dans tous les milieux. Et la réunion est encore dans beaucoup d'endroits une perte de temps. Un directeur de maison de repos me disait « mais des réunions, pourquoi faire ? Pour qu'elles parlent de leurs enfants, ça ne servirait vraiment à rien. L'essentiel, il est dans les cahiers et l'essentiel, il est dans la transmission d'informations. » Alors, des actions réfléchies, adaptées aussi à l'ici et maintenant. Et ça, ce sera un point que je développerai tout à l'heure, mais il faut penser que nos actions, elles doivent être adaptées, non pas à la commande sociale que nous pourrions avoir, mais au public avec lequel on travaille. Et pour ça, parce que c'est un métier et que c'est donc un métier à risque, on l'a vu avec Cindy, mais vous avez certainement tous dans la tête, vous acteurs de terrain, des situations similaires à celle-là, parce que c'est un métier à risque, on a besoin d'être reconnu pour pouvoir assumer ces risques. Nous avons tous vu dans la presse ces articles de journaux suite à le décès d'un enfant, suite à de la maltraitance, et pourtant il était suivi par une équipe d'éducateurs, par une équipe d'assistants sociaux. Donc le risque est là, le risque est prégnant. On ne sait pas toujours ce qu'on fait, on remet des enfants en famille, parfois c'est bien, parfois c'est à risque, parfois c'est pas bien. Et vous connaissez peut-être Monsieur Oslos qui disait qu'ils avaient beaucoup réfléchi une fois à remettre des enfants en famille pour la Noël. Et puis ils ont fini par le faire en se disant aussi cette mère a vraiment bien évolué, etc. Là maintenant elle sait s'occuper de ses enfants, elle était à tous les rendez-vous, elle faisait ce qu'on lui demandait. Et c'était son rêve d'avoir ses enfants pour Noël. Et elle a repris ses enfants pour Noël. Et puis le lendemain, ils ont appris que la maman s'était suicidée avec ses enfants. Évidemment que la prise de risque, c'est le moteur principal qui nécessite qu'on ait une reconnaissance de la part des politiques, mais aussi de la part de nos pairs et de la part d'autres métiers que celui d'éducateur. La nécessité d'une légitimité, je la mets officielle, pour oser être qui nous sommes, sans vouloir être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous sommes des accompagnateurs du quotidien, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. François disait tout à l'heure, n'arrivez pas dans une famille en disant « je vais vous expliquer comment il faut faire ». Et pourtant, Dieu sait si quand même c'est parfois comme ça que ça se passe. Dieu sait si quand même parfois, et je ne sais pas pourquoi je dis Dieu d'ailleurs, mais voilà, Dieu sait si parfois on a quand même cette envie de sauver le monde, et si c'est aussi un des moteurs qui fait qu'on est devenu éducateur spécialisé. Et c'est sain quand même finalement quand on travaille avec des personnes toxicomanes et qu'on les suit pendant plusieurs années. C'est le lot de l'éducateur, ce n'est pas le lot de tous les autres métiers qui vont venir ponctuellement dans la vie de cette personne. Mais vous allez comme moi avec Cindy pouvoir vivre 15 ans à côté d'une personne. 15 ans, 20 ans peut-être à côté d'une personne toxicomane. Et puis vous allez la voir s'abîmer au quotidien. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de sauver le monde, mais quand même, s'il arrêtait, ce serait quand même mieux pour lui. Alors on est tout le temps dans ces paradoxes. On est tout le temps dans ce vouloir être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on voudrait sauver cette personne, mais on sait pertinemment bien qu'on n'y arrivera pas d'abord, que ça doit rester sa volonté. Mais est-ce qu'on doit pour autant abandonner ses idéologies et ses ambitions ? Je ne le recommande pas aux étudiants. Je ne leur recommande pas d'arriver sur le terrain en disant « mais il faut quand même faire attention, il ne faut pas en faire trop, il faut garder la distance professionnelle, il ne faut pas vouloir sauver le monde ».
Un peu quand même, hein. Un peu quand même. Alors, la nécessité d'être défini pour peut-être se définir soi aussi. C'est une difficulté du métier. C'est vrai que si je dis que finalement qu'on soit avec des personnes âgées ou qu'on soit avec des enfants, on fait le même métier, c'est-à-dire le métier de la rencontre, de la relation, d'aller voir l'autre là où il est sans jugement et de l'amener progressivement vers quelque chose qui pourrait mieux lui convenir s'il le souhaite et s'il suit cela. Et s'il ne le fait pas, évidemment, de ne pas l'exclure, de ne pas l'en exclure. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est difficile à définir et qui est difficile à partager avec d'autres qui ne vivent pas ce métier. Et donc, si on avait une reconnaissance, comme on a déjà finalement un référentiel de compétences, si on avait quelque chose où quand on dit éducateur spécialisé, c'est comme quand on dit infirmière, on voit plus ou moins clairement les tâches qui sont associées au métier, peut-être que ça nous aiderait. Une de nos difficultés, c'est qu'effectivement, aucune tâche précise n'est dévouée au métier d'éducateur spécialisé. Il ne s'agit pas de faire des piqûres, de donner des médicaments, il s'agit peut-être de donner des médicaments, il s'agit peut-être, enfin maintenant ça devient un peu compliqué, mais fut un temps où on pouvait faire des injections pour des personnes épileptiques. Quand moi j'ai commencé avec des personnes handicapées, on faisait beaucoup de choses pour lesquelles on n'avait pas appris, on n'était pas diplômé pour faire tout ça, mais on le faisait. Nécessité d'avoir une chaise pour s'asseoir, ça je trouve que symboliquement ce serait important qu'on soit autour des tables et autour de toutes les tables où il s'agit de discuter du travail social. L'éducateur spécialisé n'est pas toujours celui qui est le plus reconnu dans la table. Bon, si vous parlez d'assistant social, je ne suis pas sûre que ce soit plus facile à définir que éducateur spécialisé. Néanmoins, tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle. Si vous parlez de psychologue, tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle. Si vous parlez d'assistant en psychologie, ou alors ça reste pour moi encore très flou, les gens ne vont pas vous questionner sur « et qu'est-ce que c'est vraiment un assistant en psychologie ?» Par contre, éducateur, ça reste, à part l'éducateur scolaire, un métier dont personne ne sait vraiment ce qu'il revêt. Un espace pour s'exprimer, avoir un espace autour de la table, c'est avoir un espace pour s'exprimer, pour donner son avis, pour influencer le monde. J'ai aussi envie de dire qu'un statut pour l'éducateur spécialisé, c'est important parce que l'éducateur, ce n'est pas un agent de contrôle. Et ça, je le dis vraiment avec beaucoup de sérieux parce que c'est quand même peut-être ce à quoi vous, jeunes éducateurs, vous allez peut-être être amenés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répand un peu. Quand j'ai travaillé dans la première maison avec des personnes adultes handicapées mentales, je me suis rendu compte que quand même on les avait déjà bien mis loin du village. C'était au bout d'une rue qui faisait elle-même 4 km au milieu des bois. Donc il y avait peu de chances qu'ils se perdent dans le village. Les maisons pour enfants sont parfois dans les villes, parfois pas dans les villes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ont un de leurs objectifs est de contrôler ce qui se passe et de savoir où sont les enfants, où sont ces toxicomanes, où sont ces mères violentes, où sont ces... Et donc de ça, il va falloir se démarquer. Et pour s'en démarquer, il faut bien savoir pourquoi on est là. Et pourquoi on est là, ça se définit notamment dans un statut d'éducateur spécialisé. Alors l'éducateur, ce n'est pas non plus un instrument du pouvoir ou de la rentabilité. Ça, évidemment, c'est assez frappant dans plusieurs institutions, mais très certainement dans les maisons de repos, où le temps est compté, où il y a un éducateur pour je ne sais pas combien de personnes âgées, et où finalement l'éducateur est traité par ses collègues non éducateurs, de celui qui vient se promener, ou de celui qui vient jouer, ou de celui qui vient papoter avec les personnes. Et finalement, il peut, dans certaines maisons de repos, engendrer une certaine agressivité de la part de ses collègues. Parce que pour lui, c'est facile. Après tout, il n'a rien à faire. Alors qu'effectivement, le boulot de l'aide-soignante dans une maison de repos, je n'en voudrais pour rien au monde, il est bien trop difficile. L'éducateur, ce n'est pas non plus un moteur d'exclusion. Là, je fais parfois référence au milieu scolaire que j'ai été amenée à fréquenter, où quand même vous avez un avertissement parce que vous fumez dans la cour, un deuxième avertissement parce que vous avez brossé 1 heure de cours, et dès le 3e avertissement, vous pourriez être viré. Et si on regarde les raisons des avertissements, elles sont quand même assez faibles. Elles peuvent être importantes, mais il n'est pas obligatoire qu'elles soient importantes pour mener à une exclusion. Donc l'éducateur ne peut pas être celui-là. L'éducateur ne peut pas être un agent qui va normaliser les autres. C'est-à-dire on ne peut pas être obligé d'être rentable, être obligé de faire en sorte que les autres deviennent ce qu'on voudrait qu'ils soient. Il n'est pas un gardien de la paix pour la société
et il n'est pas l'instrument privilégié d'une société sécuritaire. Nous devons aussi avoir un statut, parce que, comme je l'ai déjà évoqué, nous travaillons en permanence dans le doute. Le doute est notre quotidien. Effectivement, nous ne savons pas à l'avance de quoi sera faite la rencontre. Nous ne savons pas à l'avance ce que nous allons bien pouvoir faire. Nous ne savons pas à l'avance quels objectifs nous allons poursuivre, ni comment il va falloir faire, ni comment nous allons atteindre ces objectifs. Et parfois, nous en fixerons que nous n'atteindrons jamais. Nous n'avons aucune obligation de résultat et nous devons nous accrocher à cette idée-là. Nous avons bien entendu une obligation de moyens et de mettre de lourds moyens en place pour un jeune ou pour une famille ou pour une personne âgée. Nous devons mettre de lourds moyens en place, mais nous ne devons pas être quelqu'un qui attend absolument du résultat. Parce que ça pousse à l'exclusion. Si l'autre ne fait pas ce que je dis au bout d'un temps, je vais finir par dire il ne collabore pas. Je ne peux plus travailler avec lui. Tandis que si je continue de chercher le moyen qui va faire en sorte que demain il collabore, et ça peut me prendre 20 ans et ça peut aboutir à rien, eh bien, je ne suis pas dans un mode d'exclusion. Et ça, je pense que c'est une des spécificités aussi de l'éducateur. Alors, on est dépendant de l'autre, on est dépendant de sa fragilité, on est dépendant de ses compétences, à pouvoir saisir l'aide ou à ne pas la saisir, de ses choix ou de ses non-choix. On est dépendant de ce qui va pouvoir nous permettre, je l'ai mis entre guillemets, je trouve ça assez comique, pouvoir nous permettre, parce que finalement, c'est ça. Finalement, peut-être que j'ai donné mon GSM à Cindy, mais c'est quand même elle qui a décroché son téléphone et qui a fait le numéro. Elle aurait très bien pu ne pas le faire, elle aurait pu aller tout simplement se jeter sur les voies du chemin de fer. Alors d'aucuns me diront, oui, mais c'est qu'elle n'avait pas vraiment envie. Ça, franchement, je ne prendrai pas le risque de le dire. Nous sommes aussi dépendants de notre non-jugement et de tous nos bons principes. C'est-à-dire qu'il va falloir aller au-delà peut-être de ce qu'on a imaginé aller. Il va falloir parfois transgresser pour aboutir à quelque chose. Il va falloir parfois mentir. Mentir, le mot n'est pas bon, mais en tout cas être stratège au niveau des règles et des limites, parce qu'effectivement, si on met des règles dans une institution, c'est pour qu'elles soient respectées. Mais si on ne travaille qu'avec les jeunes qui les respectent, je peux vous dire qu'il n'en restera plus beaucoup dans l'institution au bout de la première année. Donc il faut pouvoir accepter la transgression comme une manière de grandir aussi. Je dis souvent aux étudiants, et peut-être vous vous reconnaîtrez, finalement c'est bien de vouloir qu'un jeune range sa chambre, mais comment est la vôtre ? Alors, un statut aussi en guise de garantie, c'est-à-dire parce qu'on ne mesure pas les erreurs avant de les avoir commises. On ne peut pas, M. Oslos, il ne pouvait pas savoir à l'avance ce qui allait se passer avec cette mère et ses enfants. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance comment Cindy va réagir et j'ai bien d'autres situations à vous expliquer à ce niveau-là. C'est seulement quand les choses sont faites qu'on peut les regarder et se dire, tiens, peut-être que. Et comme on est dans une société où on ne peut plus se tromper, où on doit être sûr de soi en permanence, évidemment qu'il est important d'avoir un statut et une certaine protection. On a aussi besoin de garanties parce que les moyens mis en œuvre, et ça je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, n'influencent pas nécessairement le résultat obtenu. Alors parfois oui, souvent oui, peut-être que oui, mais en tout cas, il n'y a aucune garantie à ce niveau-là. Les résultats obtenus ne vont pas toujours dépendre des moyens mis en place. Aussi, on a besoin d'un statut parce qu'on a besoin d'être fort. On a besoin d'être confiant dans ce qu'on fait et dans les autres et dans la manière dont on va être vu par les autres, quel que soit le lieu où on travaille. Et on a besoin de solidarité aussi, entre nous. Et c'est ça qui m'étonne toujours à l'ABDES. C'est finalement d'avoir peu de monde dans cette association professionnelle d'éducateurs spécialisés, alors que s'il y a bien un lieu de rencontre, d'échange où on peut partager ses pratiques, c'est bien un lieu comme celui d'une association professionnelle. Aussi, on a besoin d'être rassuré parce qu'on se remet nous-mêmes très très souvent et presque en permanence en question. On s'autocritique tout le temps, on n'est jamais sûr de ce qu'on a fait. Alors si en plus les autres viennent renchérir un peu là-dessus, on n'est pas sorti de la berge, comme disait ma fille quand elle était petite. Alors pourquoi est-ce que, puisqu'on sait tout ça, et puisque quand même on s'en est approché, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ? Pourquoi est-ce que le métier d'éducateur, contrairement à d'autres métiers, peut encore être opéré dans certains endroits, dans certains milieux, par des personnes qui ne sont pas éducateurs spécialisés ? Parce que ça coûte cher peut-être, et que contrairement à d'autres métiers, puisqu'on a pris la mauvaise habitude de ne pas le payer systématiquement à sa juste valeur, on va continuer sur cette habitude-là, surtout dans des périodes de vaches maigres. Parce que tout le monde n'en veut pas.
Ça, il faut bien s'en rendre compte. Un éducateur spécialisé, un éducateur qui réfléchit, un éducateur qui remet en question le système, un éducateur qui va aller au bout du bout, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a des milieux dans lesquels où finalement, ça intéresse bien davantage d'avoir des gens, des opérateurs, des gens qui vont faire ce qu'on leur demande sans trop poser de questions. Donc l'éducateur spécialisé, l'empêcheur de tourner en rond, pour peu qu'il arrive à garder ça dans ses ambitions, ne plaît pas à tout le monde. Parce que aussi nous manquons nous-mêmes d'assurance. Nous sommes un peu gênés de dire que nous sommes spécialisés dans la relation, dans l'accompagnement, parce que tout le monde peut le faire. Et bien évidemment que non, tout le monde ne peut pas le faire. En tout cas, tout le monde ne peut pas le faire de façon professionnelle et tout le monde ne peut pas le faire avec tout le monde, ce qui est notre spécificité. Nous devons être capables de le faire avec tout le monde. De l'enfant maltraité à la mère maltraitante, au père alcoolique, au père incestueux, au toxicomane, tout le monde. Aussi parce que ce n'est pas pour nous nécessairement une priorité. Quand on vit les situations qu'on vit, quand on rencontre les personnes qu'on rencontre, évidemment, se battre pour un statut, c'est peut-être pas ça la première chose à laquelle on pense. Alors souvent, quand les personnes sortent d'une journée comme ceci, elles sont contentes, elles se disent « Ah chouette, j'ai entendu des choses, j'ai pu parler de mon métier, etc. C'est bien. » Mais ce n'est pas si souvent que ça qu'on va le faire. Aussi parce qu'on n'ose pas revendiquer qui nous sommes, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, et parce que le quotidien de l'éducateur n'a pas le temps, il n'a pas l'occasion, il n'a pas la volonté de s'asseoir autour de la table pour revendiquer jusqu'au bout, ni de faire grève. Alors il y a eu des grèves d'éducateurs. Mes collègues me l'ont raconté quand je suis arrivée, moi, en 87. Voilà, elles avaient déjà eu lieu dans les années 70, où on avait fait appel à la protection civile pour venir garder les enfants dans l'institution. Je n'ai connu que celle-là. Il y a eu d'autres grèves après, mais nous avions heureusement mis en place un service minimum aux enfants, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple pour nous de se mettre en grève et de revendiquer des choses. Alors pour conclure, je milite à l'ABDES de façon plus ou moins active depuis 1989. Plus ou moins active parce que finalement j'ai toujours été de ceux qui ont pensé que pour être à l'ABDES, il fallait être éducateur spécialisé de terrain. Donc quand j'ai un peu changé, que je suis devenue directrice de la maison d'enfants, je ne me suis plus sentie légitime et je suis allée ailleurs. Et puis finalement aujourd'hui, je vais rentrer là incessamment sous peu de nouveau dans le conseil d'administration parce qu'il n'y a personne qui me met dehors. Parce qu'il n'y a pas d'autres éducateurs qui viennent dire « mais non, c'est moi qui veux être là et c'est ma place d'être là ». Évidemment que c'est la place des éducateurs spécialisés, mais pour moi, si on veut un statut, si on veut un titre, si on veut défendre un certain nombre d'idées, notamment dans les actes de soins, défendre l'idée qu'il est bon qu'un éducateur soit dans une maison pour des personnes handicapées, meilleur peut-être qu'une aide-soignante à certains moments de la journée et pour certaines réflexions. Et donc, on ne peut pas comme ça balayer l'éducateur d'un terrain professionnel sur base du fait qu'il ne peut plus donner des médicaments, ou qu'il ne peut plus faire une toilette, ou qu'il ne peut plus faire un pansement. Et pour ça, il y a besoin des gens qui militent et qui réfléchissent. Et pour moi, on peut les trouver, évidemment, on devrait les trouver parmi les éducateurs spécialisés, mais si pas parmi eux, alors il faut que ce soit parmi d'autres, et ce sera peut-être dans les centres de formation. Je n'ai pas aussi une des difficultés de l'ABDES, c'est que finalement, je me rends compte, pour avoir croisé quelques jeunes collègues qui sont devenus présidents, secrétaires, quelques mois, c'est qu'à l'ABDES, on vient chercher quelque chose, par exemple un statut. On vient chercher une reconnaissance, mais l'ABDES, c'est hélas pas ça. L'ABDES n'offre rien. Elle n'offre que du boulot, un endroit pour réfléchir et des objectifs, mais elle n'offre certainement pas non plus des résultats. Alors si je mesure mon illégitimité aujourd'hui d'être devant vous pour parler du métier d'éducateur, c'est avec le plus grand plaisir d'espérer que peut-être parmi vous, certains vont demain venir me dire « Allez, ça y est, j'y vais ». Je rentre à l'ABDES, je rentre à l'association professionnelle des éducateurs et le statut, je continue d'y travailler. Parce qu'il ne faut pas croire, on vient de loin. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu dire, mais dans la réforme des titres et fonctions, notamment dans le milieu scolaire, le seul titre requis pour être éducateur dans une école secondaire, c'est quand même celui d'éducateur spécialisé. Et je vous invite, tous les étudiants du Bac 3, à aller déposer votre candidature sur la plateforme, parce que c'est seulement à défaut de candidature qu'un directeur pourrait engager quelqu'un d'autre qu'un éducateur spécialisé. Donc n'hésitez pas à le faire, et ça, quand même, c'est le premier endroit
où la fonction d'éducateur serait à ce point protégée. Alors, est-ce que dans les faits, ça va se vérifier? Peu importe, on n'a jamais eu des textes aussi clairs sur un endroit de travail pour les éducateurs spécialisés que celui-là. Donc, il faut quand même un peu s'en réjouir. Voilà, merci de votre attention.